Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue sur ce webinaire. Alors, un tout nouveau format que je vais proposer maintenant. Avant, nous procédions en fait au webinaire euh, en direct et je me suis en tout cas aperçu que c'était pas facile pour chacun d'entre vous d'être toujours de rejoindre le webinaire aux heures que nous le prévoyons. Par exemple, la dernière fois c'était 20 heures, j'ai reçu des messages, voilà, c'est un peu trop tôt ou un peu trop tard. Donc, effectivement, pour que tout le monde puisse en profiter, j'ai réfléchi à enregistrer ce webinaire et que vous puissiez en fait en profiter à n'importe quel moment, donc de vous envoyer les liens, de partager ce lien et que vous puissiez voilà, le consulter plusieurs fois, même si vous voulez, et surtout à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. Donc j'espère que ce format vous plaira. Je pense qu'il est réalisé dans les mêmes conditions que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire avec toute simplicité. Donc j'espère que ça fonctionnera. En tout cas, on fait un essai. Voilà. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui est un peu, comment dirais-je, il va refléter un petit peu le concept des jardins que je propose aujourd'hui grâce à mon activité, hein, qui est l'entreprise et la marque Cepalis. Donc, l'idée, c'est de vous faciliter la vie dans les jardins, avec des atouts pour éviter l'assistanat. Surtout, en fait, je pense que ce qui met la plupart d'entre vous, en tout cas en difficulté dans les jardins, c'est l'assistanat, c'est-à-dire voilà l'arrosage, les produits chimiques, produits phytosanitaires et les engrais. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais qu'on aborde ce webinaire. Je vais vous donner tout au long de ces 40-45 minutes des astuces. Alors bien sûr, ça sera dans les grandes lignes, parce qu'on ne peut pas aller dans le détail. Il faudrait des jours et des jours de webinaire, mais voilà, vous donner un petit peu les grandes lignes de pourquoi vous avez tant de mal pour certains d'entre vous, à entretenir et à créer votre propre jardin. L'assistanat dans les jardins, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'activité Cepalis, de vous donner en fait les conseils, les formations pour éviter tous ces produits que vous allez acheter des petites fortunes et qui vont au contraire euh, vous pénaliser sur le moyen terme. Donc l'idée de notre concept, c'est de faire des beaux jardins. Il n'est pas question de faire des jardins de fainéants comme on peut le voir certaines fois, ou des jardins sauvages où l'herbe pousse, etc., où il n'y a rien de structuré. Nous, nos jardins sont très raffinés, ils sont très beaux, très jolis, très fleuris et très propres. C'est pas parce qu'on vous parle d'un jardin sans arrosage, sans engrais, ni sans produits phytosanitaires que ça va être des jardins sauvages. Il n'en est pas question. On aime les beaux jardins, j'aime les beaux jardins, et du coup, je m'adapte en fait pour me faciliter la vie. Ça, c'est vrai, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas créer leur jardin ou n'osent pas l'agrandir, par exemple, parce qu'ils rencontrent des soucis dans sa gestion. C'est le cas ici, là où je tourne en fait cette vidéo. C'est le jardin de Suzanne. Certains d'entre vous, pardon, le connaissent. Il se trouve à Saint-Pierre-de-Cormeilles, en Normandie. Donc, c'est la chance pour moi de refléter un petit peu et de vous montrer en preuve vivante le concept que je propose. Ce jardin appartient à un propriétaire qui me le met à disposition pour montrer en fait que ce jardin de 2 hectares, comment on le pilote sans engrais, sans arrosage et sans produits phytosanitaires depuis plus de 5 ans. Le jardin de Suzanne est avant tout un jardin qui a été créé par Suzanne Orion, la propriétaire. La création a démarré il y a 20 ans. Donc avec beaucoup d'aléas hein, sur l'aménagement, sur les entretiens. Nous sommes arrivés ici, je suis arrivé ici il y a 5 ans, comme je vous disais tout à l'heure, et on avait un jardin quand même qui était assez assisté. Donc nous, on a apporté des solutions qui ont fait naître en fait notre projet Cepalis pour limiter toute cette assistanat et rendre plus facile en fait cet entretien.
de jardin. Dans l'idée, en fait, on a limité l'entretien en plantant davantage. Alors, ça fait sourire certains d'entre vous, souvent quand on le dit pendant les visites guidées, etc., du Jardin Suzanne, mais c'est bien vrai. En fait, on a agrandi la partie plantation, la partie aménagement, et tout ça pour nous faciliter la tâche. Et ça, vous allez le découvrir tout au long de ce webinaire. Donc, en quelques mots, pour commencer, ce sujet assez curieux, je pense, pour chacun d'entre vous qui a arrosé des jardins, surtout en cette période de canicule, eh bien, très clairement, je pense que là où vous vous mettez dans l'erreur et la vraie vérité qu'on ne vous dira jamais euh, dans tous les commerces spécialisés dans le jardin, c'est probablement l'assistanat. Si vous arrosez davantage votre jardin, arrosage automatique ou manuel, euh, vous ne changerez rien. Par exemple, on a traversé la semaine dernière une période caniculaire sur le jardin de Suzanne ou d'autres jardins où nous n'arrosons pas. Il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est quelques plantes, par exemple, comme des hydrangeas macrophylla qui sont plantées au plein soleil où le feuillage à, à griller, brûler en fait un petit peu sur les hauteurs. Tout simplement, donc il a brûlé. Hein, c'est pas parce qu'il a brûlé qu'il a manqué d'eau. Donc c'est pas parce que si j'avais arrosé ces hydrangéas, ils auraient certainement été encore plus fragiles puisque assistés par cet arrosage, ils auraient poussé beaucoup plus vite et fait de la feuille plutôt tendre et donc beaucoup plus fragile au soleil. Donc, vous voyez, dans l'idée, l'arrosage, pour le coup, même en période de canicule, ne nous sert pas à grand-chose, si ce n'est que nous avons en fait adapté les plantes, nous avons planté les plantes au bon endroit, au bon sol et à la bonne exposition. Ensuite, vous allez utiliser tout ce qui est engrais. L'engrais, c'est pareil que l'eau quand il fait chaud. L'engrais, vous allez démarrer au printemps avec très souvent des engrais coup de fouet, etc., qu'on va vous proposer en jardinerie ou ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait le trouver sur Internet. Les engrais, etc., vont fragiliser aussi vos plantes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer leur croissance et du coup rendre plus sensible d'une vos floraisons et la feuillaison. Donc, l'engrais, pour moi, n'est pas nécessaire. Si vous avez une plante qui s'affaiblit, c'est que simplement, elle n'est pas adaptée à l'endroit où vous l'avez plantée. Et si on vous dit qu'il faut de l'engrais pour faire pousser votre plante, prenez cette question, mettez-vous cette question en tête. Pourquoi je mettrai de l'engrais à ma plante si elle est placée, si le sol lui correspond et si l'exposition lui correspond? Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'essayer de le faire artificiellement. Ça ne marchera pas, en tout cas, sur du court terme, vous verrez vite la catastrophe. Et c'est pour ça aussi que les jardins, pour certains d'entre vous, sont difficiles à gérer parce que, effectivement, au mois de mars-avril, vous avez mis votre engrais, tout pousse très vite, tout pousse très bien. Mais les mois qui suivent, donc c'est-à-dire les mois les plus contraignants pour la plante, les plus difficiles, donc l'été, vous n'avez plus d'engrais. Et donc la plante souffre de ce manque d'alimentation artificielle que vous lui avez donné. Et en plus, elle va souffrir des chaleurs et éventuellement des manques d'eau qu'elle aura probablement pendant l'été. Donc l'engrais, l'eau, c'est des manières artificielles et ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je voudrais parler des produits phytosanitaires, même si je sais que pour la plupart d'entre vous, quand on est amateur et en tout cas particulier, vous n'avez plus accès aux véritables produits phytosanitaires, et tant mieux, parce que c'est ce qui nous a emmenés en fait vers les erreurs. Mais ceci dit, reste encore des produits de traitement qui sont pour moi pas indispensables. Je pense aux antipucerons, je pense aux maladies taches noires que vous allez pouvoir, par exemple, retrouver sur vos rosiers, pardon, l'odium, etc., sur différentes plantes. Donc, OK, vos plantes peuvent être malades. On a sur le jardin de Suzanne des plantes comme la roseraie, par exemple, qui est sensible aux maladies, mais vous verrez pendant le webinaire comment nous, on lutte contre ça et surtout comment on va soigner nos plantes et surtout, je pense, comment on va anticiper ce développement de maladies et de ravageurs. C'est ça que vous devez penser
en créant votre jardin ou en le pilotant pour la gestion, c'est comment on va anticiper ces soucis, en fait, ces ravageurs et ces maladies, parce qu'il existe effectivement des méthodes pour ça. Donc, on va étudier différents points et je vais vous donner les astuces, en fait, les premières astuces pour créer votre jardin et surtout planter correctement. Et pour planter, en fait, correctement et vous faciliter l'entretien, il va déjà falloir que vous sachiez une chose, à quoi correspond votre sol. En fait, beaucoup d'entre vous arriver dans une jardinerie pendant le début de printemps et se disent, voilà, super, moi je vais aller acheter des plantes au coup de cœur et je ne connais même pas mon sol. Et du coup, je suis même pas sûr que vous connaissiez le sol à laquelle la plante que vous allez acheter, pardon, va s'adapter. Donc, vous voyez déjà, il y a un problème d'incompatibilité et qui rend en fait le travail difficile. Donc déjà, le premier conseil que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est euh, comment connaître votre sol. Alors juste avant, je vais vous faire une petite aparté en fait sur le concept Cepalis, comme je vous évoquais tout à l'heure. Donc, on a différentes branches d'activité. La première, c'est le bureau d'études. C'est comme ça qu'est né Cepalis. Donc, on dessine votre jardin, on le dessine, on vous propose des plans, des visuels 3D, mais tout ça n'est pas fait au pur hasard. Bien entendu, on se déplace chez vous, on fait les analyses de sol, on regarde votre exposition, on essaie de comprendre ce que vous voulez exactement, on dialogue avec vous assez longtemps, 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures. Hier, j'étais en rendez-vous avec des clients très charmants et on a parlé pendant 3 heures pour savoir exactement en fait, ce qu'ils voulaient dans leur jardin. Donc, voilà, on prend le temps, c'est un bureau d'études, mais pas un bureau d'études en ligne, c'est vraiment, on se déplace chez vous, on étudie le sujet et quand on conçoit votre jardin, on le conçoit pour vous aider à ce qu'il soit facile à gérer. Donc c'est une partie conseil importante. Certes, beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi en fait le conseil doit être payant, pardon. Eh bien, c'est parce qu'il va vous faire économiser énormément d'argent sur la suite de votre jardin. Ensuite, on a la partie réalisation. La partie réalisation, on a un réseau de partenaires que nous sommes en train de développer sur toute la Normandie avec des entreprises du paysage qui adhèrent à notre projet au concept Cepalis et ils prennent des formations chez nous. En fait, on a un cahier des charges avec toutes les normes Cepalis avec lesquelles on veut justement que les gars bossent pour vous et pour nous dans le même fil harmonique. Donc, les réalisations et l'entretien de jardin sont faits avec des partenaires, des entreprises agréées par notre concept. Enfin, le conseil à domicile. Conseil à domicile, donc si vous avez déjà un jardin et que vous avez du mal à le piloter, vous avez du mal à le gérer, vous avez du mal à l'améliorer, eh bien en fait, on fait du conseil à domicile, c'est-à-dire qu'on vient chez vous par module de 3 heures et on discute de votre jardin, on analyse les problèmes, on vous donne les solutions et surtout, tout au long de ces 3 heures, ben, on va vous donner les conseils pour optimiser tout ça, comment piloter et vous donner les meilleures idées pour optimiser encore ce travail et rendre encore plus joli votre jardin. Et enfin, pour finir, et après je passe au webinaire, on a la branche formation. Donc on propose des formations à partir de septembre pour les particuliers et les professionnels et les collectivités. Les particuliers, en fait, on a créé des ateliers de jardinage au Jardin de Suzanne tous les samedis matins, donc à partir de septembre. On aborde différents thèmes chaque samedi. Je vous mets le lien en commentaire de ces ateliers. Vous pourrez retrouver toute la liste sur laquelle ça peut être tailler vos rosiers, tailler vos arbres fruitiers, comment on va bouturer les plantes, comment on va diviser les plantes vivaces, comment on va créer un massif. Enfin, on va même jusqu'à créer une cabane en osier, comment on va faire le tressage pour créer cette cabane. Donc c'est très très complet et donc je vous invite vraiment à aller sur le lien les ateliers du Jardin de Suzanne. Et ensuite, pour les professionnels, eh bien, oui, on propose la formation pour euh, perfectionner en fait les entreprises qui le souhaitent dans la conception de jardin avec notre modèle, par exemple, Cepalis. Comment aussi on va les perfectionner pour connaître la plante, comment la mettre en valeur dans les végétaux, dans les jardins, pardon, et connaître les végétaux pour les mettre en harmonie, etc.
Donc ça, c'est important pour les entreprises qui veulent se perfectionner. Mais aussi, on va proposer la formation à des personnes qui veulent se reconvertir dans le métier du paysage. Et pour finir, aussi, on va proposer des formations aux collectivités, les municipalités surtout, qui souhaitent, par exemple, former leurs salariés pour la gestion, par exemple, des endroits difficiles à entretenir comme les cimetières, etc. Comment on va pouvoir concevoir les cimetières faciles d'entretien avec les nouvelles méthodes, etc. Et puis aussi, comment on va lutter justement contre les effets canicules qu'on a eu la semaine dernière, les cours de récréation, comment on va aménager les villes, etc. Donc leur donner des astuces, des formations là-dessus. Donc voilà un petit peu pour le concept cépaliste. On est ici, encore une fois, sur le jardin de Suzanne. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est 2 hectares, hein, en fait, ici en Normandie, dans lequel on pratique depuis maintenant 5 ans le zéro arrosage, zéro phyto et zéro engrais. Et c'est une preuve, encore une fois, une preuve vivante que l'autonomie végétale est possible pour tous. C'est-à-dire que la méthode qu'on propose aujourd'hui, elle est simple d'utilisation, elle est aussi adaptée à vous particuliers qui êtes amateurs de jardin ou même débutants. On a des méthodes qui s'adaptent pour tout le monde. C'est facile, beaucoup plus facile que l'assistanat. Donc vraiment, si vous n'êtes pas très loin du jardin de Saint-Pierre-de-Cormeilles, venez nous visiter. Vous apprendrez d'une plein de choses. Vous verrez aussi que notre concept fonctionne et surtout, vous pourrez retirer de cette visite un maximum de conseils pour les mettre en application déjà d'ores et déjà chez vous et vous faciliter la vie. Comme je vous ai évoqué tout à l'heure, la partie numéro un, et je pense que ça, c'est vraiment la chose que vous devez garder en mémoire. La première chose que vous devez connaître, c'est votre sol et votre exposition. Ne créez pas votre jardin. Ne vous lancez pas dans le jardin, dans la plantation, si vous ne connaissez pas votre sol et l'exposition. Comment on va faire? Bien entendu, on ne va pas vous demander d'aller faire des analyses de sol de chimistes comme on peut voir dans certains commerces spécialisés où on va vous facturer 95 € pour une analyse de sol avec tous les termes chimistes auxquels vous n'en avez rien à faire. Et d'ailleurs, je dirais quasiment que nous aussi. Nous, ce qui va nous importer, oui, ce qui va être le plus important pour nous tous, ça va être de savoir euh, comment le sol, la texture du sol, est-ce qu'il est argileux, est-ce qu'il est sableux, est-ce qu'il est limoneux. Ensuite, la deuxième chose, ça sera le pH, de savoir s'il est acide ou basique, tout simplement. Ces 2 éléments-là vont être déterminants pour choisir les végétaux qui s'adapteront très bien au jardin sans qu'on ait besoin d'assistance. Ne modifiez pas le sol. Je vous le mets ici, c'est super important. Ne modifiez pas le sol. La plante, si elle est bien sélectionnée par rapport au terrain, va s'adapter. Si par exemple vous devez planter un rhododendron et que vous avez un terrain basique, ben, en fait, cherchez pas, ça ne poussera pas. Ok, on vous dira de planter dans la terre de Boyard. Pour information, la terre de brouillard pure maintenant n'existe plus. Elle est faite de manière artificielle pour la plupart. Du coup, avec un pH certes un peu acide, mais ne sera pas, elle ne va pas durer dans le temps. Vous imaginez bien que si vous plantez un rhododendron dans une fosse de plantation qui fait 40 cm sur 40 cm, à un moment donné, la racine du rhododendron va dépasser ces 40 cm. On ne va pas s'arrêter à ça. On va pas s'arrêter à ça. Donc, il arrivera à un moment donné dans la terre franche, dans votre terre de jardin, et qui, si elle est basique, et bien vous verrez le résultat sur votre rhododendron, il sera tout de suite en souffrance. Et ce qu'on vous dira à ce moment-là, c'est d'apporter de l'engrais, d'apporter de l'acidité, etc. Donc vous repartez dans une charge de travail inutile, puisque vous allez devoir, si vous voulez que ça fonctionne, le faire tous les ans. Et c'est comme ça que la pénibilité commence. Donc adaptez, vous connaissez votre sol et prenez les plantes adaptées à ce sol. Si vous voulez des rhododendrons, comme on est sur l'exemple du rhododendron, si vous voulez du rhododendron
mais que votre sol n'est pas adapté, eh ben, j'ai envie de vous dire, cherchez une autre plante. Il y a forcément quelque chose qui va vous séduire à la place du rhododendron que vous ne connaissez pas. Donc faites-vous conseiller ou cherchez par vous-même, mais remplacez, oubliez l'idée d'un rhododendron si vous ne pouvez pas avoir de rhododendron. Et ça vaut pour toutes les autres plantes. Comment, pardon, je vais juste revenir un petit peu sur la partie, excusez-moi, du sol. Euh, Vous savez, pour connaître en fait la texture de votre sol, il y a ce qu'on appelle le test du boudin. Et ça, vous pourrez trouver des vidéos sur Internet. C'est très facile à trouver. Vous prenez de la terre en fait dans vos mains, vous frottez vos mains comme ça, et vous essayez de faire un boudin en fait avec la terre. D'accord? Si ça va vous faire un boudin assez long, si vous arrivez à regrouper les deux extrémités de ce boudin et faire un anneau, donc ça veut dire que votre terre sera argileuse. Si au contraire vous essayez en fait de créer cet anneau et qu'à un moment donné presque arrivé à toucher et ça casse, c'est que le sol est plutôt limoneux. En revanche, si vous n'arrivez même pas à créer le boudin en frottant dans vos mains, ça veut dire que là, votre terre est sableuse et du coup, il faut s'adapter. Donc, vous aurez au moins les éléments sur la texture. Ensuite, pour le pH, je reviens sur le pH qui est fondamental aussi, donc acide ou basique. Vous prenez, ça vous allez trouver ça en jardinerie ou même sur les sites internet spécialisés, c'est de la bande pH pour sol. Vous achetez ce petit test, ça vaut le coup parce que la boîte de test, je crois qu'elle vaut 7, 8, 10 euros, mais au moins elle vous donne un élément important de votre sol. Vous faites le test tel qu'il est décrit. Hein. Très souvent, voilà, il faut mélanger un peu de terre avec le petit produit qu'ils vous mettent dans ce test et tremper la languette pH. Et suite à la couleur qui en ressort, vous savez si votre terre est acide ou basique. Donc, c'est très facile, accessible en fait à tous, d'accord? Donc, vous pouvez réussir vous-même cette analyse de sol. Euh, Analyse, c'est peut-être un grand mot, mais au moins de, voilà, de découvrir votre sol. Et ça aussi, on peut vous aider lors des conseils à domicile, etc., de faire en fait ce travail pour vous et de vous dire, voilà, OK, votre sol, il correspond à ça, ça, ça. À partir de là, c'est beaucoup plus facile de vous conseiller sur les plantations que vous allez faire. Dans la partie 2 des éléments en fait, que je voudrais vous donner aujourd'hui sur comment réussir son jardin sans arrosage, sans engrais et sans phyto, eh bien, c'est la plantation. En fait, 80% des cas d'échec sur les jardins, c'est probablement au moment de la plantation. On a oublié une chose essentielle. On l'oublie de plus en plus, et même certains de nos confrères l'oublient, c'est la période de plantation. Euh, Nous, en fait, dans notre concept Cepalis, on se donne une fenêtre de plantation du 15 octobre au 15 mars. On ne sortira pas de ces fenêtres. La réussite du jardin, elle part de là. Il y a quelque temps, on a vu un confrère planter un énorme olivier, euh, juste, je crois, une dizaine de jours avant la canicule. Alors, ça flatte tout le monde, on fait des vidéos, etc. On décrit comment on a procédé à la plantation, mais on oublie de dire qu'on a planté hors période de plantation. La plante, déjà, encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, subit des chocs, des stress importants avec les pics de température que nous connaissons actuellement. Donc, si en plus de ça, on lui demande un travail supplémentaire d'enracinement, on court à l'échec. Ça mettra beaucoup plus de temps à reprendre, si ça reprend, et du fait de la mettre en souffrance, on va la fragiliser sur la contamination de maladies, on va la rendre fragile au moindre problème. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez réussir votre jardin, on a la fenêtre de plantation 15 octobre, 15 mars, c'est cette fenêtre que vous devez respecter. C'est la première chose. On va revenir aussi sur d'autres points. Voilà. Donc, en premier point, la période stricte du 15 octobre au 15 mars. Euh, je sais que les fêtes des plantes, etc., c'est au printemps. On a envie, on va les voir, on a envie d'acheter. Peut-être vous devriez observer
les plantes, profiter de ces fêtes des plantes pour observer, noter le nom des variétés, des plantes qui vous font plaisir et achetez-les à l'automne. Ça sera plus efficace. Très honnêtement, ce sera largement plus efficace. En fait, en deuxième point, je vous mets creuser plus large. Très souvent, quand on fait une plantation, les gens, on les voit planter un peu, voilà, les amateurs, et ça, vous n'y pouvez rien, il faut connaître, il faut savoir. Eh bien, creuser plus large. On fait le trou pile poil à la taille du pot ou de la motte qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est pas le bon plan. Donc, quand vous allez avoir votre pot, on va essayer de creuser plus large, 2 fois plus large que la motte, et un peu, à peine 2 fois plus profond que la motte. Pourquoi? Parce qu'on va travailler en fait la terre tout autour, on va l'ameublir. Et du coup, ça va être important pour que les radicelles puissent se développer dans cette terre qui a été remuée. Les radicelles, c'est les toutes petites racines qui démarrent au bout en fait des racines principales. C'est elles qui vont capter tous les éléments nutritifs, l'eau, etc., dont la plante aura besoin. Donc c'est important qu'elles se développent le plus vite possible. Et notez bien aussi que si vous plantez en octobre ou en hiver, ces radicelles vont aussi se développer pendant ces périodes. Donc elles sont voilà, moins vite, hein, bien sûr qu'au printemps, mais elles se développeront tranquillement pendant cette période automne-hiver. Ce qui fait qu'au printemps, même si on connaît une petite période de sécheresse qui arrive aujourd'hui assez classique, c'est une période classique, ou que les températures montent, et ben, en fait, la plante aura déjà développé ses radicelles et pourra absorber immédiatement tout ce qu'elle a besoin pour pousser. Donc, elle ne sera pas en souffrance. Pailler épais, en troisième point, oui. Quand vous allez planter, pailler épais, ça veut dire utiliser, donc bien sûr, du paillage naturel, du BRF ou de la plaquette de bois. Éviter tout ce qui est écorce de pin, on va rester sur, par exemple, de la plaquette de peuplier, etc. C'est très bien. Vous allez en mettre 10 cm d'épaisseur. Alors, si vous faites un massif, vous en mettez sur tout le massif. Si vous faites une plantation d'arbres en isolé, vous allez en mettre autour de sa fosse de plantation, sur sa fosse de plantation, 10 cm. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais c'est essentiel pour que ce soit un vrai couvert pour le sol. Euh, Pourquoi la pailler? Alors, on va tout de suite penser au désherbage. Oui, effectivement, on va limiter le désherbage, on ne va pas le stopper définitivement, on va le limiter. Et surtout, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est que le sol, la surface de sol ne connaisse pas de pic de température. Le soleil direct, en fait, sur vos jeunes plantations, sur le sol de vos jeunes plantations, vont tout de suite brûler le système racinaire, les petites radicelles dont je vous parlais tout à l'heure, et surtout, voilà, c'est des économies d'humidité, etc. Donc, oui, le BRF, la plaquette de peuplier ou le BRF sont très bien. Le paillage, c'est génial parce que d'autant plus sur le long terme, il se décompose et en se décomposant, il va nourrir aussi la plante et il va surtout aussi créer de la vie au sol. Ce qu'on a besoin parce que la plante a besoin d'eau, mais elle a besoin aussi d'aération. Et qu'est-ce que fait l'aération? Ce sont les vers de terre, etc., la vie du sol qui va provoquer beaucoup d'aération. Donc, c'est les éléments qui ne vous demanderont pas de temps. Un paillage, vous allez le faire et va durer en une moyenne 2 à 3 ans. Donc, vous voyez, ça va vous limiter en entretien, aider la plante à se développer sans pour autant vous demander de travail ni d'argent. L'arrosage. Quatrième point, je pense que l'arrosage, même si j'ai l'impression de le répéter toutes les semaines à mes clients, aux visiteurs du jardin de Suzanne, les gens ont peur de ne pas arroser. Et je comprends. Je comprends cette peur parce qu'on nous a tellement formaté à arroser que, effectivement, ça devient presque une culture d'arroser nos plantes. Alors, du fait de planter dans la fenêtre du 15 octobre au 15 mars, comme j'évoquais tout à l'heure, vous allez limiter tous ces besoins. Rappelez-vous des radicelles, etc. Je vous expliquais, qui vont les capter, tout ça. Donc, on n'en aura pas besoin. On arrosera une bonne fois quand on aura planté. Vous plantez et là, vous arrosez bien, pas pour donner à boire à la plante, mais tout simplement pour tasser le sol, pour que chaque racine soit recouverte de cette terre qui va couler en forme de boue puisqu'on aura bien arrosé. Et ça sert uniquement à ça.
on n'arrose plus du tout après. Même si, quelquefois, on peut observer des plantes qui ont un peu soif, qui souffrent. Alors, soit la plante n'était pas adaptée au sol, et que par exemple c'était euh, une plante qui avait besoin de beaucoup d'humidité et que vous avez planté chez vous alors que vous avez un terrain sableux, par exemple, ça peut arriver. Ça peut être très bien aussi un problème à la plantation, là où le sol était trop compact, n'avait pas assez ouvert votre fosse de plantation, et du coup les racines ont beaucoup de mal à pénétrer dans le sol et du coup ne vont pas capter l'humidité. Vous voyez, ça peut être lié à beaucoup de choses, mais d'assister justement trop l'arrosage de vos plantes parce que vous avez peur euh, qu'elles meurent alors qu'elles n'ont pas besoin d'eau. Là, vous risquez de les perdre parce que vous risquez de les faire pourrir les racines, etc. Donc, s'il vous plaît, arrosez, essayez au moins, s'il vous plaît, essayez. Je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés sur le jardin de Suzanne lors de visites et qui m'ont dit dernièrement, et pas plus tard que ce matin, que la dame était partie une semaine en vacances et elle n'a pas stressé une seconde euh, parce qu'elle avait écouté nos conseils et elle avait vu comment ça se passait ici et que du coup elle est partie, elle n'a pas arrosé. Pardon. Et quand elle est arrivée chez elle, tout allait bien. D'accord. Donc n'arrosez pas, c'est là où vous allez vous mettre en difficulté. Comme je vous expliquais tout à l'heure, un développement de feuillage trop fragile va faire, par exemple, en cas de canicule comme on a eu la semaine passée, eh bien que votre feuillage grille. Donc ça ne va pas vous aider, sincèrement. Là, en partie numéro 3, zéro chimie, pardon, même bio. Ce que je veux dire par là, c'est zéro traitement. Servez-vous de la nature et du sécateur. Voilà comment nous on travaille en fait ici au Jardin de Suzanne. On se sert essentiellement de la nature, c'est-à-dire des plantes auxiliaires, par exemple, que nous allons planter autour de d'autres plantes plus sensibles à certains ravageurs. Nous allons nous servir d'insectes qui vont nous aider ou d'êtres vivants, par exemple des coccinelles, des cirques, des oiseaux, les hérissons, même si pour le coup euh, on en a de moins en moins, et même si on fait des efforts pour essayer de les attirer, on n'en retrouve pas. Et enfin, je parle du sécateur. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, en fait, je vous parle de tout ça. Le sécateur, c'est déjà un moyen d'anticipation. Si je prends l'exemple de la roseraie au jardin de Suzanne, les rosiers sont fragiles, vous le savez tous, à l'odium, aux maladies de taches noires, etc. Tout ce qui est maladie fongique, hein, finalement, champignons qui se développent. Pourquoi l'odium, par exemple, qui est un champignon, va se développer facilement sur les rosiers? Parce qu'en fait, l'odium adore se développer dans des lieux, dans des endroits ou sur des plantes où l'humidité stagnante est présente. Je parle des rosiers qui sont plus sensibles à cette maladie. Donc l'odium, si votre rosier n'est pas ventilé, vous allez forcément attraper de l'odium. Et comment on va éviter en fait comment on va éviter enfin, pardon, comment on va ventiler le rosier en le taillant? J'ai évoqué chaque fois aussi lors des ateliers de taille de rosier, voilà, on a un rosier grimpant sur des arches en fer forgé. Et si, quand on est arrivé il y a 5 ans, les rosiers grimpants étaient, en fait, ils étaient pleins de branches qui n'avaient aucun sens. Il y en avait beaucoup trop. L'air ne passait pas. Donc, on a pris la décision, dès la première année, de retirer 50% de ces plantes. Pourquoi? Parce que justement, dans notre philosophie, donc Cépalis, on dégage 50% des plantes pour que l'air passe à l'intérieur de notre rosier. Et que quand l'air passe à l'intérieur de notre rosier, eh bien, on a dégagé l'humidité, on a séché l'air, on a séché le feuillage, et du coup, on a moins d'attaques d'odium ou de maladies de taches noires. C'est pareil pour les rosiers buissons, hein, ceux que vous avez dans vos massifs en sol. Si vous avez des plantes
planter autour de vos rosiers buissons, par exemple, ou si votre rosier buisson est plein de branches, l'air ne passe pas, du coup, le champignon s'installe, et c'est là que vous allez faire attraper les maladies à votre rosier. Donc, couper, ventiler, aérer les plantes pour éviter d'avoir toutes ces maladies fongiques, champignons. C'est une première chose pour anticiper. La deuxième chose, par exemple, pour anticiper, on va rester un peu un bon exemple sur les rosiers, mais ça vaut pour d'autres plantes, le puceron. Le puceron vient chez vous, vient manger en fait tout ce qui se passe sur le rosier. Pourquoi? Pourquoi il a envahi tout ça? Ben, parce qu'en fait, le puceron adore tout ce qui est sucré, la sève, etc. Donc, il y va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Ben, en fait, la chaîne alimentaire, hein, ni plus ni moins. Nous, ici, sur le jardin de Suzanne, par exemple, on a lâché des larves de coccinelle et on essaie d'entretenir, en fait, cet apport pour que, justement, il fasse le boulot pour nous. Et donc, dès que le puceron apparaît, les larves de coccinelle vont faire leur travail, même les coccinelles en elles-mêmes, et on a aussi d'autres éléments, comme par exemple les cirfes, etc., qui vont aussi venir nous protéger. Un autre point aussi important, par exemple, on reste toujours sur ce thème des rosiers. Eh bien, on a planté au-dessus de la roseraie une prairie fleurie avec des plantes auxiliaires sur lesquelles vont se diriger directement les pucerons parce qu'ils vont préférer ces plantes à nos rosiers. Ils ne vont pas mettre ces plantes en danger. Je pense par exemple à l'échinops, etc., où le puceron pourrait y passer sa vie. L'échinops, lui, de toute façon, il va pousser et il va fleurir. Donc, c'est aucun problème pour ça. En revanche, on sait que le rosier, lui, va être beaucoup plus sensible. S'il a du puceron sur lui, il va avoir du mal à s'en sortir et du coup s'affaiblir. En revanche, l'équinoxe, non. Donc, vous voyez, c'est à proximité, on va planter des plantes auxiliaires qui vont nous aider et ne pas se mettre elles-mêmes en danger. Donc, ça, c'est pareil, quand on va vous faire une proposition de jardin, une conception de jardin, on vous proposera tout naturellement ces plantes auxiliaires qui vont vous aider dans l'entretien du jardin et dans le suivi. Ça sera des tâches que vous allez presque oublier, les pucerons, etc., parce que vous savez que de toute façon, avec la compo qu'on vous a proposée, ça va s'autogérer. Donc, c'est important de le prendre en compte dès la conception. Les habitats d'insectes aussi sont importants. On ne fait pas des cabanes d'insectes énormes qui vont gâcher la vue du jardin, c'est pas du tout ça. Mais à certains lieux stratégiques, on va concevoir au moment de la conception, on va vous proposer des petits habitats d'insectes avec des roches, avec des choses comme ça, tout à fait naturelles. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir des cabanes à insectes dans votre jardin, rassurez-vous, mais on va concevoir ces petits habitats de manière à les attirer et justement à ce qu'ils vous aident dans la protection de votre jardin. Ensuite, quand je parle du sécateur, c'est d'une manière pour anticiper, mais aussi d'une manière curative. C'est-à-dire que si je vois un de mes rosiers, par exemple, je reviens dessus avec une branche qui a beaucoup d'odium, ce qui peut arriver malgré les tailles d'anticipation qu'on a fait, ça peut arriver si on a des gros pics d'humidité, eh bien, je prends mon sécateur et je vais tailler la première branche malade pour éviter que la maladie se propage au plus vite sur tout mon rosier. Donc, la taille, le sécateur, c'est pour anticiper, mais aussi en curatif. Donc, n'hésitez pas, dès que vous voyez une branche malade sur votre rosier, essayez d'observer. Eh bien, vaut mieux observer, faire un petit tour, une petite balade 2, 3 fois par semaine dans votre jardin. Et dès que vous voyez les premiers symptômes, vous les coupez, vous les supprimez et l'affaire est faite. Donc, vous voyez, pas besoin de produits chimiques ni produits, même des traitements bio, parce qu'on a des traitements bio qui aujourd'hui vont brûler entièrement le feuillage. Vous voyez, sur des périodes chaudes comme l'été, par exemple, vous faites un produit, même un produit bio, ça va brûler votre feuillage. Alors certes, vous allez avoir soigné la maladie, mais tout le feuillage va tomber et il va falloir attendre que ça repousse à nouveau. Donc, ce n'est pas forcément les bonnes idées, les bonnes précautions. Moi, je pense qu'il vaut mieux anticiper et s'aider aussi de la nature pour pouvoir traiter ce genre de choses. Voilà, ben, vous voyez, j'ai mis 4 alliés parce que c'est vraiment les 4 alliés que j'adore en fait et que je m'efforce d'essayer d'intégrer
dans vos jardins, en tout cas de les attirer dans vos jardins. Donc les coccinelles, vous voyez, ça élimine à peu près 150 pucerons par jour. La mésange va manger 500 chenilles par jour, donc c'est ultra important. Le cirque, lui, c'est pareil. Elle adore, en fait, la larve de cirque adore les pucerons, donc elle va le manger des quantités astronomiques. Et malheureusement, bon, les hérissons, c'est le rêve de tous les jardiniers d'avoir un hérisson dans son jardin qui va manger les limaces. Malheureusement, comme je vous évoquais tout à l'heure, on a de moins en moins d'hérissons. Pour ma part, et ça avancera le webinaire, euh, pour ma part, en fait, vous allez devoir, pour réussir votre jardin et vous faciliter la vie, et sans cet assistanat, il y a des choses quand même à respecter qui sont fondamentales. C'est les périodes de l'année, les saisons. Les saisons, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. On a eu des gars ici, nous, sur le jardin de Suzanne, qui ont taillé tous nos arbustes, par exemple à fleurs, même les arbustes de printemps, floraison printanière, etc., au mois de novembre. C'est pas possible, on n'a pas de floraison donc du coup au printemps. Enfin, les arbustes ont un choc terrible. Quand on vous dit de tailler un arbuste, c'est pas de le rabattre à la moitié, c'est complètement ridicule. Il faut faire les choses par étapes avec de la légèreté et en tout cas un peu de finesse, quoi. Donc voilà, le calendrier zéro stress, c'est un grand mot, mais au moins c'est ces lignes que vous devez à peu près respecter. En hiver, plantation à racines nues ou motte, euh, c'est fondamental. On a nos producteurs du fait que nous ouvrons les plantations du 15 octobre au 15 mars maximum. Le but étant aussi qu'on achète nos plantes qui sont produites en plein champ. C'est-à-dire que c'est des plantes de pleine terre. On va prendre des plantes de pleine terre et on va les remettre dans votre jardin en pleine terre. Vous voyez la transition? Plantes en pot, container, production intensive avec des substrats hyper légers pour que les racines se développent au plus vite et vous allez arriver à les mettre dans une grosse terre lourde bien normande. D'accord? Donc, la garantie reprise va être meilleure sur du plein champ et surtout la rapidité de reprise va être bien meilleure sur du plein champ. Donc, la plantation en racines nues, en motte, c'est-à-dire que tout ce qui est production en plein champ, nos producteurs, ceux qu'on a sélectionnés, le font. Il est bien sûr, il y a des arbustes et d'autres vivaces, par exemple, qui sont produits en pot. On ne peut rien y faire. C'est comme ça, il faut s'adapter. Mais tout ce qu'on pourra privilégier en culture de pot, de plein champ, pardon, il faut le privilégier. Donc 15 octobre, 15 mars, on essaie de s'arranger pour que ça soit de la racine nue ou de la motte. S'il n'y a pas d'autre solution, eh ben, effectivement, il faut prendre du container. Mais essayer de privilégier ces éléments-là. Au printemps, désherbage, paillage. C'est la clé de la réussite. Avril-mai, ne perdez pas le créneau du désherbage. Si vous avez une bonne conception de jardin, c'est veut dire qu'on a pensé à la couverture végétale pour vous limiter en fait la pousse de mauvaises herbes. Toujours est-il, en mars, avril, mai, allez, fin avril, on va avoir une compétition entre la mauvaise herbe et la plante, parce que les petites plantes vivaces ne seront pas toujours bien développées, et du coup, la mauvaise herbe va rentrer en compétition avec eux. Fin mai, fin avril, les plantes vivaces seront bien développées et vos massifs, s'ils ont été bien conçus, bien préparés, bien réfléchis, les plantes vivaces vont avoir pris et couvert tout le sol. Vous aurez beaucoup moins de désherbage. Le tout, c'est de ne pas laisser les plantes, les mauvaises herbes en avril se développer de façon à ce qu'ils ne s'égrènent pas et se multiplient partout dans votre massif. Donc, soyez vigilants, ne prévoyez rien dans votre jardin au mois d'avril si ce n'est le désherbage. Voilà l'idée du calendrier. Justement, en avril, vous n'allez plus planter, tout sera fait de l'automne. Donc en avril, vous allez désherber et suivre très sérieusement le désherbage. Faites du paillage si nécessaire. Si vous avez des trous encore un peu trop importants et que le paillage est en manque, paillez. Donc, rappelez-vous le BRF ou la plaquette de bois. Paillage naturel, oubliez le gravier, ça ne marche pas. L'été, maintenance légère du jardin, pas d'arrosage.
vous devez avoir en tête que l'été, le jardin doit se reposer un peu. Il est encore une fois en souffrance des conditions climatiques, de chaleur, de manque d'eau, etc. Plus vous allez toucher au végétal, plus vous allez le stresser, lui donner une charge, une difficulté supplémentaire. Donc, on va faire quelques tailles, évidemment. On va en faire quelques-unes, mais vraiment doucement. On va faire un entretien minimal, c'est-à-dire comme on aura moins de désherbage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec cette méthode d'avril, eh bien, vous allez peaufiner un petit peu, quelques mauvaises herbes qui poussent par-ci, par-là, une branche à tailler, etc. C'est pas très grave, mais on va éviter les gros travaux dans la période estivale, donc juillet-août. Et puis en automne, bah, naturellement, hein, on va planter. C'est là, en fait, que vous devez préparer le printemps. Les printemps réussis se préparent à l'automne et à l'hiver. On aura bien réfléchi le jardin, on aura bien, par exemple, vous voyez, en été, on parlait tout à l'heure de dire on ne fait pas grand-chose. En fait, l'été, on essaie de ne pas être trop sévère au jardin. Eh bien, pourquoi pas, là, vous vivez dans le jardin justement en plein été, réfléchir à comment aménager telle ou telle zone. Du fait d'y vivre, c'est beaucoup plus simple pour s'inspirer. Et du fait de travailler un petit peu les projets, les plans, qu'est-ce qu'on va planter, etc. Et à l'automne, passer à l'action, justement, à planter tout ce que vous avez vu pendant cet été qui vous intéresserait ou aménager. Et du coup, à l'automne, hiver, on prépare pour que au printemps, tout soit mis en place. Donc l'idée, c'est bien simple. Les jardins, très souvent, on en profite pleinement pendant l'été. Et bien justement, respectez ce planning et vous n'aurez qu'à justement profiter de votre jardin pendant l'été. Notre métier est un très beau métier. On joue avec la nature, on travaille avec la nature qui peut parfois nous surprendre. Alors, quelquefois, ça s'ajuste hein, sur ce que je viens de vous dire aujourd'hui, mais, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, on peut être à peu près calé sur les 12 mois d'année. Voilà, je vous donne quelques supports parce que ce webinaire, bah, j'imagine, c'est beaucoup de particuliers en fait qui vont le regarder et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur comment on peut vous aider en termes de conseils et qui ne vont pas demander forcément des budgets très élevés pour récupérer des conseils d'entretien par exemple ou autre. Donc, dans un premier temps, on a la visite du jardin de Suzanne. La visite du jardin de Suzanne, c'est tous les vendredis. Alors, il y a une petite erreur, hein, tous les vendredis à 14 heures. Non, c'est tous les vendredis toute la journée. Et les mercredis matins et samedis matins. Donc, Saint-Pierre-de-Cormeilles, le jardin de Suzanne, je vous mets aussi le lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc, pour visiter le jardin de Suzanne et surtout réserver vos places parce qu'on fait des créneaux d'1h30, mais par période, par groupe de 10 personnes maximum pour qu'on ait le temps justement d'échanger sur le jardin de Suzanne, mais aussi sur votre jardin. Donc, vous voyez, 7,50 € l'entrée pour visiter un très, très beau jardin et surtout, et aussi avoir des conseils. Donc, c'est intéressant. On a les ateliers jardinage, comme je vous évoquais tout à l'heure, à 40 € la matinée, donc de 9 h à midi. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Vous aussi, vous retrouverez le lien des, des ateliers sur les commentaires. Et enfin, le conseil sur rendez-vous. En fait, je viens chez vous, je diagnostique et vous conseille pour optimiser vos travaux, que ce soit de l'aménagement, mais aussi vos travaux d'entretien. Donc, n'hésitez pas à regarder le site internet cepalis.fr. Vous avez tous ces services qui pourront vous aider. Voilà, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais vraiment, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. Vous pouvez les poser en commentaire, mais aussi vous pouvez m'envoyer un mail ici à contact@nicolasblo.com. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà pour le coup, ce webinaire donc touche à sa fin. Je ne sais pas, j'ai sûrement dépassé comme d'habitude le temps, mais j'ai essayé d'être le plus explicite possible. On a été dans les grandes lignes. Il y a un nouveau webinaire qui va sortir début août. Je vous referai du coup une annonce sur les réseaux sociaux et par mail pour ceux qui sont abonnés à notre newsletter sur cepalis.fr. Et on parlera voilà, de la canicule et quelles solutions je vais vous proposer
pour essayer de vous aider dans ces périodes de canicule, comment on va planter, comment on va créer des îlots fraîcheur, par exemple dans le jardin, comment on va ombrager un petit peu la terrasse. Enfin, voilà, beaucoup de thèmes vont être abordés sur voilà, comment concevoir son jardin et rendre les périodes chaudes plus agréables. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition. J'espère vous avoir aidé, en tout cas, sur ce webinaire.